Obiter Dictum, la parole au service des libertés. Bonjour chers auditeurs, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Bertrand Perrier, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est-à-dire les deux juridictions suprêmes situées au sommet des deux ordres juridictionnels français, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Est-il réellement besoin de présenter Maître Perrier dans un podcast juridique ? Nul doute que nos auditeurs, en particulier ceux qui sont les plus sensibles au charme de l'éloquence et de l'art oratoire, connaissent déjà très bien Bertrand Perrier, puisque celui-ci est évidemment, osons le jeu de mots, un maître de la matière. Ces deux interlocuteurs entrent d'ailleurs dans cet échange avec une certaine appréhension d'autant plus légitime que Maître Perrier a intitulé le livre qu'il a fait paraître chez Jean-Claude Lattès en 2017 « La parole est un sport de combat ». Heureusement, l'intitulé de son dernier livre, paru en 2021, toujours chez Jean-Claude Lattès, sauf qui parle, nous donne quelques motifs d'espoir. Si nous aborderons évidemment l'art oratoire au cours de cette émission, nous avons choisi de centrer notre entretien avec Bertrand Perrier autour de sa profession, à savoir avocat au conseil, profession dont les caractéristiques sont peut-être encore trop méconnues, y compris au sein des juristes. Notre entretien sera donc l'occasion d'éclaircir ces caractéristiques qui suscitent souvent de l'admiration et ou de la jalousie chez les autres avocats que l'on nomme les avocats à la cour. Par ailleurs, et comme nous allons le voir, sa profession a mené dans la période récente, Maître Perrier a plaidé devant le Conseil d'État, en particulier dans le cadre de procédures de référé-liberté, en y contestant certaines des mesures emblématiques de l'état d'urgence sanitaire qui s'est mis en place en mars 2020. Il dispose ainsi d'un regard privilégié et de premier plan sur le rôle du juge administratif en période de crise sanitaire et plus précisément de son rôle dans la protection des libertés publiques. Étant rappelé que cette protection est toujours nécessairement en tension avec d'autres considérations qui ne sont sans doute pas moins éminentes, comme la protection de la santé publique. Nous profitons également de notre échange pour aborder quelques-unes des questions qu'un juriste peut légitimement se poser quand il regarde le fonctionnement des institutions publiques et juridictionnelles, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation, durant cette crise, voire même plus largement. Maître Perrier, encore merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Obiter Dictum, et sans plus attendre, pouvez-vous nous parler de votre profession, à savoir la profession d'avocat au conseil ? Qu'est-ce qui la distingue de celle d'avocat à la cour ? Je crois que vous êtes particulièrement bien placé pour effectuer cette mise en perspective, puisque vous avez successivement exercé les deux professions. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être l'invité d'Obiter Dictum, un blog dont le nom à lui seul signe à la fois la culture et le caractère pleinement juridique. Alors les avocats au conseil se distinguent des avocats à la cour en réalité par leur domaine de compétences, qui ne se recoupent que de façon très partielle. En réalité, les avocats au conseil ont le monopole de la représentation des parties devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, et nous exerçons concurremment avec nos confrères à la Cour devant les juridictions administratives du fond, mais il est vrai que le pourvoi en cassation et l'accès à la barre, sauf évidemment matière dite dispensée, relève du monopole des avocats au conseil devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ce n'est pas seulement une tradition, c'est aussi quelque chose qui a un fondement économique, puisque comme nous ne faisons que de la cassation, eh bien nous le faisons pour des prix objectivement modiques. Comme nous ne faisons que cela, nous le faisons plutôt bien, ce qui, par rapport à un avocat à la cour qui ferait un pourvoi par an, limite les risques de sinistre. Et puis les juridictions sont assez attachées aux professionnels qui savent distinguer le fait et le droit, de sorte que nous savons leur présenter des moyens qui leur permettent de répondre aux questions qui leur sont posées. Et donc nous exerçons d'abord un métier de filtrage des pourvois en décourageant les pourvois qui sont manifestement voués à l'échec, et nous régulons en cela les flux qui vont vers les juridictions suprêmes, et puis par la formalisation du moyen de cassation, nous leur posons des questions auxquelles ils peuvent répondre compte tenu de leur office. Devant les juridictions suprêmes que sont le Conseil d'État et la Cour de cassation, quelle est la place de la parole, de l'oralité ? C'est pas évidemment un grand secret que de dire que c'est une part réduite. L'instruction est écrite devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation, de sorte que la majorité des affaires ne donne pas lieu à des observations orales. Et néanmoins, deux observations là-dessus. Devant le Conseil d'État, si vous lisez la dernière livraison du rapport d'activité, parmi les 3 pistes de communication du Conseil d'État, au-delà de l'ouverture sur la société et du numérique, il y en a une 3e qui est l'oralité, le développement de l'oralité des procédures, et notamment est entrée en vigueur en septembre 2021.
la possibilité de l'instruction orale par la formation de jugement, qui est une nouvelle disposition du Code de justice administrative qui a été mise en œuvre véritablement par le Conseil d'État, qui consiste à ouvrir en réalité la possibilité, non pas seulement d'une enquête à la barre, ce que pouvait faire oralement bien sûr l'instruction, la chambre chargée de l'instruction de l'affaire, mais en réalité qui permet de créer une oralité entre les mains, non pas de la formation d'instruction, mais de la formation de jugement. Et donc, pour la première fois, des chambres réunies, avant de statuer sur une requête, ont organisé en amont, quelques semaines auparavant, comme le permet désormais le Code de justice administrative, eh bien, une sorte d'enquête à la barre, mais devant la formation de jugement, et non pas seulement devant la formation d'instruction. Et donc, le Conseil d'État instruit, et c'est assez amusant, parce que c'est probablement la suite de notre entretien, par la procédure de référé, où il explique qu'il a beaucoup bénéficié des observations orales des parties pendant cette période particulière de la crise sanitaire. Eh bien, le Conseil d'État en a tiré comme enseignement que l'oralité était pour lui un apport, et a souhaité le développer, y compris hors cette crise. Devant la Cour de cassation, l'oralité, là encore, n'est pas totalement absente, puisque à la fois devant les formations supérieures de jugement, l'Assemblée, les chambres mixtes, les plénières de chambre, l'oralité est très fréquente. Je note deux évolutions de l'oralité devant la Cour de cassation. D'abord, devant la chambre criminelle, qui est celle devant laquelle j'interviens le plus, eh bien, lorsque l'affaire est orientée en formation ordinaire, c'est-à-dire une formation qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas la formation de base, eh bien, le doyen vous invite à plaider. Il vous dit, voilà pourquoi l'affaire a été renvoyée en formation ordinaire, et vous demande si vous souhaitez présenter des observations orales. Donc, la proposition vous est faite, à vous de la saisir ou pas, mais déjà, il y a un mouvement vers la prise de parole. Et puis, la deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est que dans les affaires importantes devant la Cour de cassation, l'oralité n'est pas totalement improvisé, c'est-à-dire que la Chambre vous demande en amont de plaider sur tel et tel point, c'est-à-dire qu'elle vous renseigne sur les points sur lesquels la juridiction attend des observations orales. Donc il y a quand même l'idée d'un échange préalable à l'audience, même si à l'audience ça n'est pas dialogué, au moins en amont, nous savons sur quoi nos explications orales sont attendues en complément de nos mémoires écrits. Vous nous parliez de l'oralité, on y revient un petit peu. Est-ce que vous voyez une différence dans la manière de plaider lorsque vous plaidez devant le juge de cassation, ou particularité devant le Conseil d'État lorsque vous plaidez, lorsque le Conseil d'État est en juge de premier et dernier ressort, par exemple dans le cadre d'un référé liberté ou d'un référé suspension? Est-ce que ça se présente de la même manière? Est-ce qu'on se prépare de la même manière? Alors, évidemment pas du tout. Lorsque le juge du Conseil d'État est juge du fond, c'est-à-dire juge du référé liberté par exemple, en première instance ou en appel, évidemment, d'abord, il n'y a pas de limite à l'argumentation, puisque l'argumentation peut être factuelle, puisque dans cette hypothèse-là, le Conseil d'État est un juge du fait, et puis évidemment, la plaidoirie est beaucoup plus dialoguée qu'elle ne l'est lorsque le juge intervient comme juge de cassation. En réalité, ce qui est un peu frustrant dans la plaidoirie devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est son côté monologue, puisque nous plaidons, mais il n'y a pas d'échange. Alors que dans le référé, il y a véritablement un dialogue, et c'est très agréable. Dans la période Covid notamment, mais pas seulement, on a vu en effet des audiences qui sont menées par le ou les juges des référés assistants collégiales, avec un quasi-plan d'audience, où le juge disait, voilà, je vais vous entendre sur ça, puis sur ça, puis sur ça, nous allons cheminer ensemble dans un plan qui est souvent d'ailleurs celui de l'ordonnance elle-même qui va être rendu in fine, et donc c'est très agréable aussi d'avoir non seulement un dialogue avec le juge, et puis un dialogue aussi avec la partie adverse, qui peut être rude, et qui s'apparente un peu d'ailleurs à ce qu'on trouve devant les juridictions du fond, mais c'est vrai que là, il y a véritablement une oralité plus libre que celle que l'on a lorsque le juge statue en cassation, où on part déjà avec un rapport, avec des conclusions d'avocat général si c'est devant la Cour de cassation, des conclusions de rapporteur public si c'est devant le Conseil d'État, et donc la prise de parole est beaucoup plus formatée, beaucoup plus organisée, alors qu'elle est
très foisonnante lorsque le juge cherche précisément à s'informer dans le cadre d'un référé, parce qu'en réalité, dans le cadre d'un référé, la prise de parole est quasiment dès le début de la procédure, alors que lorsque on intervient à l'audience de cassation, en réalité, il y a eu en amont toute une phase d'instruction qui fait que l'oralité vient peut-être éclairer quelques points qui resteraient obscurs, mais bien souvent, le juge est informé au moment de l'audience de cassation, alors qu'il cherche à s'informer lorsqu'il est juge des référés. On s'arrête 5 minutes sur la période peut-être Covid pour voir les spécificités de cette période vis-à-vis de l'oralité et des débats devant le juge. Sur la période Covid, c'était essentiellement une question d'organisation, c'est-à-dire que le Conseil d'État qui est arrivé au cœur de l'actualité pendant cette période de façon absolument incroyable. Cette institution qui était finalement connue des juristes seuls avant la période Covid est devenue le centre de toutes les attentions, puisque du fait du référé liberté ou du référé suspension, il est devenu en prise directe avec l'actualité, et on sait que le Conseil d'État a pris dans cette période-là une ampleur absolument incroyable, parce qu'il a su aussi mettre en œuvre une organisation remarquable. Enfin, l'honnêteté oblige à dire que le Conseil d'État a su mettre en œuvre d'un point de vue organisationnel quelque chose de totalement nouveau, qui lui a permis de répondre aux demandes multiples dont il a été l'objet. Songez que sur l'année 2020, il a rendu 850 ordonnances de référé en lien avec le Covid, ce qui est quand même absolument exceptionnel, avec une rapidité, une unité de jurisprudence. Je ne dis pas que la jurisprudence était irréprochable sur le fond, et on y reviendra peut-être, mais en termes d'organisation, force est de constater que le Conseil d'État a été vraiment remarquable dans cette période. C'est la fameuse task force. Oui, c'est la task force, avec les présidents de comment chambre. C'est les présidents de chambre. En réalité, il y avait dans la task force, évidemment, le président de la section du contentieux, Jean-Denis Combrexel, les présidents adjoints, les présidents de chambre et quelques assesseurs de chambre dont on voyait bien qu'ils étaient fléchés pour devenir président de chambre. Certains le sont devenus depuis. Je pense à Frédéric Eladjidi qui est devenu président de chambre alors qu'il était simplement assesseur au moment du Covid. Mais on a bien compris, à force de le voir désigné pour être juge des référés, qu'il avait les faveurs de l'institution, et donc de fait, quelques mois plus tard, il est devenu président de chambre. Donc il y avait cette task force, parce que en réalité, ce qu'il faut bien comprendre dans les référés, c'est que bien sûr, il y a un juge unique qui les tient, pour la plupart, certains ont été tenus en collégialité, mais fort peu, mais derrière, le risque aurait été que la jurisprudence tire à ue et à dia, et qu'en fonction du juge sur lequel on tombe, eh bien, on aurait une solution dans un sens ou dans une autre. Et ce que le Conseil d'État a su préserver, c'est, au-delà de la personnalité des présidents qui ont tenu les audiences de référé, une unicité à la fois jurisprudentielle et même rédactionnelle dans les ordonnances qui ont été rendues de façon foisonnante pendant cette période. C'est-à-dire que la quantité n'a pas fait perdre la qualité. En tout cas, encore une fois, je ne parle pas du fond. Je dis simplement qu'il y a eu une ligne directrice. Il y a eu un formalisme, ne serait-ce que dans les rédactions, que l'on a retrouvé d'ordonnance en ordonnance, alors même que leur signataire n'était pas le même, mais on sait très bien qu'en réalité, il y a eu sous l'apparence de l'unicité du juge, une collégialité qui s'est mise en œuvre très forte, et que toutes les ordonnances ont été relues et re-relues par les présidents adjoints, par le président de la section du contentieux, assurant ainsi une homogénéité des solutions au-delà de la diversité des hypothèses et des rédacteurs. Et puis après, il faut bien dire que dans la task force, encore ont émergé des personnalités qui se sont vraiment immergé dans la matière médicale de façon absolument exceptionnelle. Je pense à Pascal Fomber, par exemple, qui a pris toutes les référés hydroxychloroquine, ivermectine, enfin tous les débats véritablement médicaux, avec une compétence absolument exceptionnelle. Enfin, elle est devenue en quelques semaines une experte absolue de ces questions, et donc on a vu véritablement une compétence technique chez les juges du Conseil d'État qui force l'admiration. Et, objectivement, la Cour de cassation, pendant la période Covid, alors la réalité oblige à dire que la Cour de cassation n'a pas les mêmes offices que le Conseil d'État, donc n'intervenant que
comme juge de cassation, et évidemment, elle n'est pas aussi en prise directe avec l'actualité que l'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État est un juge de premier et dernier ressort, ce que n'est jamais la Cour de cassation. Donc, on ne pouvait pas attendre de la Cour de cassation non plus, parce que ça n'est pas son office légal, qu'elle ait la même prise directe avec l'actualité que l'a eu le Conseil d'État. La loi ne lui donne pas cette mission. Et donc, elle est intervenue comme juge de cassation. Et il faut bien dire qu'elle l'a fait aussi avec de réels efforts de célérité. Mais c'est vrai que son rôle de juge de cassation ne lui donnait pas les mêmes attributions et donc ne lui a pas donné la même visibilité que le Conseil d'État pendant cette période. Alors, on comprend que le Conseil d'État s'est mis tout de suite en ordre de bataille dès le début de la crise, parce qu'il a sans doute compris qu'il allait faire face à un flot de référés-liberté. Alors, juste pour nos auditeurs, un référé-liberté, c'est une procédure d'urgence qui permet, en principe, en 48 heures, d'obtenir une décision du juge sur une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Donc, il a fait face, comme vous l'avez dit, à un certain nombre, beaucoup de procédures de référé liberté, et on a entendu l'ancien président de la section du contentieux dire que il avait eu beaucoup d'aide de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Est-ce que vous, puisqu'il y a un ordre particulier pour l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, est-ce qu'il y a eu une organisation particulière de votre côté pour pouvoir répondre à cet afflux de procédure de référé-liberté, puisque la procédure de référé-liberté vous permet de prendre la parole, et comme vous l'avez dit, vous avez l'exclusivité de cette parole devant le Conseil d'État. Oui, c'est-à-dire que le référé-liberté est une matière que les avocats à la Cour peuvent exercer jusqu'à la barre. En réalité, la procédure de référé-liberté peut être écrite par un avocat à la Cour, mais elle ne peut être plaidée que par un avocat au Conseil. À ce titre, évidemment, l'ordre a eu un rôle majeur de collaboration avec la juridiction, puisque par période d'une quinzaine, les avocats au Conseil sont de permanence de référé, et donc si un avocat à la Cour ou un justiciable avait besoin d'un avocat au Conseil pour porter la parole au moment de l'audience, les avocats au Conseil se sont énormément mobilisés, et d'ailleurs hors même la permanence qui tombait sur une seule personne physique, les avocats au Conseil se sont beaucoup entraidés pendant cette période pour se répartir les référés, se répartir les clients qui n'avaient pas d'avocat au Conseil et qui en sollicitaient un. On a beaucoup pu intervenir aussi au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Donc vraiment, on est intervenu dans l'urgence et je crois avec la confiance des juridictions, côté Cour de cassation aussi, parce que il faut bien comprendre que la Cour de cassation s'est mis également en ordre de bataille. Je pense à la question des pourvois qui ont été instruits très rapidement sur la question des prolongations automatiques des détentions provisoires, sur la visioconférence dans les prétoires des juges des libertés et de la détention. Enfin, il y a eu quand même beaucoup à création de droits nouvelles, évidemment, répond une jurisprudence nouvelle également. Et il faut bien dire que le caractère inédit de la situation a engendré des législations inédites, et notamment une législation par ordonnance qui a été foisonnante. Et donc, les ordonnances donnent lieu à un double contrôle, c'est-à-dire que l'ordonnance est contrôlée par le juge administratif et sa mise en œuvre concrète par les juridictions, notamment pénales, a été contrôlée par la Cour de cassation. Et tout cela, c'est vrai, avec une mobilisation sans faille des avocats au Conseil. Il y a un lien très très fort entre les juges et les avocats. J'ai eu plusieurs fois, à la fois des magistrats de l'ordre administratif, des conseillers d'État, des conseillers à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle, le président Soulard, qui a été extrêmement réactif, extrêmement disponible pour qu'on arrive à porter très vite à l'audience des questions nouvelles, inédites, liées à la situation du Covid et de la crise sanitaire. Donc non, on a trouvé des interlocuteurs extrêmement mobilisés, d'un côté comme de l'autre, côté Conseil d'État, côté Cour de cassation. Chacun avec les contraintes liées à son rôle spécifique, mais c'est vrai que l'ordre, et d'une façon générale, tous les confrères se sont mobilisés pour que la justice soit rendue dans des délais raisonnables. Alors c'est vrai que le délai de 48 heures que vous évoquiez tout à l'heure n'a pas toujours été respecté, mais il ne s'impose pas non plus au Conseil d'État, mais malgré tout, on avait des ordonnances de référé en une dizaine de jours, en général, et
quand même très important qu'on puisse savoir sur quel pied danser, sur des questions de liberté fondamentale qui sont essentielles pour nos concitoyens. Alors justement, abordons un peu le fond de la matière de ces référés. Le président Combrexel a plusieurs fois déclaré que la crise sanitaire n'avait pas été l'occasion de réformer ou de toucher au grand canon de la jurisprudence administrative, et en premier lieu, en matière de police administrative, à l'arrêt Benjamin. C'est-à-dire que le juge administratif continue à faire son contrôle de proportionnalité qu'il fait depuis de très nombreuses années. Est-ce que vous partagez cet avis ? Le Conseil d'État, il suffit de regarder le nombre d'ordonnances de rejet, le nombre d'ordonnances d'annulation ou d'invitation à prendre un comportement particulier pour l'administration. La quasi-totalité des référents ont été rejetés. Attention toutefois à ne pas confondre les motifs et le dispositif, parce que beaucoup de décisions ont été des décisions de rejet, certes, mais on trouvait dans leurs motifs des raisons de quasi-injonction donnée à l'administration, c'est-à-dire qu'on ne rejetait le référé liberté que connaissance prise de l'engagement pris par l'administration d'adopter tel ou tel comportement. Donc il ne faut pas que le côté un peu abrupt des statistiques qui donnent une immensissime majorité de rejets cache ou dissimule le fait que sur le fond, les ordonnances ont souvent été assez prescriptives pour l'administration, c'est une première chose. Et puis, il faut bien comprendre aussi que, indépendamment de l'ordonnance elle-même, il y a eu l'audience. Et qu'à l'audience, le juge a pu inviter très fermement, parfois, l'administration à adopter un certain nombre de comportements. Donc, il n'y a pas eu véritablement un blanc-seing dans les ordonnances de référé. Il est certain que le Conseil d'État n'a pas mis excessivement de bâtons dans les roues au pouvoir public pendant cette période, qu'il a fait en sorte que il y a une conciliation entre diverses libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté de culte, la liberté d'expression, avec une autre liberté qui est le droit à la santé. Et donc, cette conciliation, à certains égards, a parfois été un peu coulante, pas sur tout, mais sur la détention provisoire, il y a eu effectivement quelques décisions, enfin une décision nous allons y revenir, qui à mon avis n'est pas défendable, mais pour le reste, je pense pas qu'il y ait eu un scandale absolu dans les décisions qui ont parfois accompagné les déconfinements, les ont accélérés dans certaines hypothèses. Ce que je retiens, c'est que il y a quand même eu dans l'attitude générale du Conseil d'État à la fois une forme d'intransigeance à l'égard de l'administration à l'audience, où l'administration a été chahutée, mais véritablement à l'audience, en effet, le Conseil d'État a été, disons, plutôt au rejet, mais aussi dans les textes des ordonnances qu'il a pu rendre assez prescripteurs. Je pense à une hypothèse où, au début de la crise, quand il y avait une pénurie de gel et de masques, les avocats se sont émus de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de se procurer du gel et des masques lorsqu'ils intervenaient en défense pénale d'urgence dans des commissariats ou dans des cellules de garde à vue dans des tribunaux. Et donc le Conseil d'État a prescrit la mise à disposition, dès que les stocks pourraient en être fait de masques et de gel aux avocats. Et donc, bien sûr que facialement, c'est un rejet, mais dans les motifs du rejet, il y a aussi un contrôle strict qui a été exercé sur la distribution de masques et de gel. Donc il y a toute une série, malgré tout, d'exigences qui ont été posées par le Conseil d'État, qui fait que il n'a pas été un caillou dans la chaussure du gouvernement, soyons très clairs, mais malgré tout, il a, et hormis cette affaire de la détention provisoire, joué son rôle de garant des libertés fondamentales. Alors, passons, si vous le voulez bien, à des hypothèses plus précises, notamment dans lesquelles vous êtes intervenu. Notamment, prenons le premier sujet, les ordonnances relatives à la liberté de culte. Est-ce que vous pouvez nous resituer le contexte de ces ordonnances dans lesquelles vous êtes intervenu ? Il y en a plusieurs en réalité, il y en a 3.
Il y en a 3. Il y a celle au moment du déconfinement du mois de mai 2020. Il y a celle au moment du reconfinement du mois de novembre 2020. Et il y a celle au moment du redéconfinement, qui doit être du mois de décembre 2020 également. Novembre également. Alors, on était au moment du... D'abord, la première chose qui est très importante dans ces ordonnances de référé, qui ont toutes été rendues donc, par le même magistrat, la première chose, c'est... Celui que vous citiez. Pardon ? Celui que vous citiez. Oui, Frédéric Aladjini. Donc, ces ordonnances consacrent à la fois, évidemment, la liberté de culte comme une liberté fondamentale, mais aussi le fait que la liberté de culte n'est pas seulement une liberté de conscience, mais également une liberté de pratique. Et ça, c'est très important. L'idée que le culte ne se vit pas seulement dans sa conscience et dans la solitude de ses convictions, mais que la liberté de culte peut impliquer une pratique collective de la religion. Et donc, c'est très important, notamment pour l'Église catholique, parce que l'Église catholique a une pratique de la religion autour de la notion de sacrement, et le sacrement suppose la rencontre avec le ministère du culte. On n'est pas catholique seul, et donc, d'ailleurs, l'idée d'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée, est bien significative dans le culte catholique. Et donc, le culte catholique ne se pratique pas uniquement dans la solitude de la prière. Il suppose que l'on puisse communier, que l'on puisse confesser, enfin, il suppose un certain nombre d'actes collectifs, et qu'on puisse se réunir pour, notamment, recueillir la communion. Et, comme je l'ai plaidé, on peut certes téléprier, mais on ne peut pas télécommunier. Et donc, la communion suppose, le sacrement de la communion, la participation au corps du Christ, suppose la rencontre, évidemment, physique avec le prêtre. Et donc... Donc il y a eu un exercice de définition de ce que c'était que la liberté de culte et de ses prérogatives. Oui, absolument. Prérogatives qui absolument. Il y a une définition des contours de la liberté de culte qui n'est pas restée une liberté purement abstraite, mais qui a pris un contour extrêmement concret de la nécessité de se rassembler. Et le juge des référés l'a très clairement dit, qu'il y avait une dimension non pas seulement spirituelle, mais également concrète dans l'exercice du culte, et que c'était une des composantes de cette liberté. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment, cette liberté de culte n'est pas l'anarchie du culte. Et donc elle a, comme toutes les autres libertés, dû se concilier avec les contraintes sanitaires. Et donc c'est au gré de cela que les ordonnances ont été prises. La première, au moment du premier déconfinement du mois de mai 2020, a coïncidé avec des fêtes religieuses. C'était très important parce que on avait l'Ascension et la Pentecôte en ligne de mire, qui sont évidemment pour les catholiques des fêtes importantes, mais il y avait également à ce moment-là des fêtes juives et musulmanes qui étaient également à la même période. Mais encore une fois, le culte catholique était particulièrement concerné parce que la question se posait de celle des lieux de culte qui sont, encore une fois, dans le culte catholique, encore plus nécessaire que l'ouverture d'une mosquée ou l'ouverture d'une synagogue. Et donc, il y a eu en effet une ordonnance qui a, en quelque sorte, accéléré le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement était déjà au déconfinement et le juge des référés a considéré que le tempo qui avait été défini pour le déconfinement des lieux de culte était trop lent et donc que la situation sanitaire permettait qu'on aille un peu plus vite dans le déconfinement, ce qui a été le cas. Donc une nouvelle décision qui a été prise pour que les pouvoirs publics se concertent avec les représentants des cultes pour parvenir à une réouverture plus rapide. Ça, c'est la première chose. La deuxième ordonnance était au moment du reconfinement, où les cultes ont été donc fermés, et un certain nombre de représentants des cultes ont protesté contre cette fermeture, et le juge des référés a tenu malheureusement là-bas en disant que voilà, il n'y avait pas la possibilité de faire échapper les lieux de culte à ce moment-là, compte tenu de la situation sanitaire, à la fermeture.
Donc ça, c'est une deuxième ordonnance. Et puis, il y en a eu une troisième au moment du redéconfinement, où vous vous souvenez peut-être que le texte était un peu stupide, puisqu'il créait une jauge de participants possibles à une cérémonie religieuse, non pas en fonction de la superficie de l'édifice, mais abstraitement. Et donc évidemment, c'était complètement idiot. Et alors là, c'est là que c'était amusant, parce que le juge des référés n'a pas attendu de voir arriver des milliers et des milliers, ce dont on le menaçait, de requêtes en référé. Il en a pris une, il l'a audiencé un samedi, et ça ne faisait pas un pli. Il a contraint à avoir une jauge qui soit en proportion de la surface et non pas une jauge absolue, parce que 30 fidèles à Notre-Dame de Paris et 30 fidèles dans une église de campagne, c'est pas pareil en termes sanitaires. Donc le texte était évidemment indéfendable, et le juge a très vite pris l'audience. Il l'a prise vraiment en 48 heures pour le coup, je pense, peut-être même 24 heures, pour aussi tarir le flot qui allait arriver des requêtes, et donc faire en sorte que la jauge soit fixée en fonction de la superficie. Donc voilà, il y avait plusieurs choses évidemment qui étaient très, très intéressantes dans ces référés. Il y avait évidemment, juridiquement bien sûr, la question de la motivation, que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les contours de la liberté. Après, il y avait la question des requérants. C'est toujours tout à fait intéressant de savoir qui est requérant. Et force est de constater que dans le premier référé, eh bien, les requérants n'ont quasiment été que des catholiques intégristes. Si j'ai bien lu certaines descriptions de ces audiences, il y a eu certaines passes d'armes entre le représentant de l'État, qui s'appelle Madame l'Église. Ça ne s'invente pas, elle a tout subi, la pauvre. On a dit il faut mettre l'Église au milieu du village. C'est affreux. Mais si j'ai bien lu les retranscriptions d'audience, sur certaines, je crois que c'était la seconde, on lui a demandé, enfin le président de séance lui a demandé si, par exemple, la jauge de 30 personnes, ou si les mariages étaient autorisés. Et elle n'a pas su répondre. Honnêtement, est-ce que vous avez vu ça ? Parce que vraiment, je me suis dit, sur des questions aussi vitales, comment il est possible que le représentant de l'État arrive à une audience de référé liberté avec des trous béants, comme ça. Dans le retranscrit de l'audience, il dit que la réponse est arrivée 1h30 plus tard. La réponse était oui. Non, c'est en partie injuste. D'abord, Pascale l'Église a beaucoup mérité de la République pendant cette période, il faut bien dire. Elle a été fortement mise à contribution, elle a servi de punching ball à un nombre d'avocats absolument invraisemblable, voilà. Bon, faut pas non plus être trop sévère avec Pascale l'Église, qui a été un agent de l'État, parfois qui a été confronté à des décisions objectivement ubuesques. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, c'est que les catholiques sont des gens très mal élevés. C'est que ces gens se sont tenus à l'audience d'une façon absolument invraisemblable. Moi, j'étais très surpris. Moi, je pensais que ça allait être des audiences extrêmement feutrées, avec des gens tout à fait sages et polissés. Pas du tout. C'est des gens absolument insupportables. Ils prennent la parole n'importe quand, n'importe comment. Le président a dû les rappeler à l'ordre de façon extrêmement dure, mais parce qu'ils se tenaient très mal. Ils prenaient la parole à tort et à travers, sans aucun ordre. Bon, c'était des audiences assez potaches, d'ailleurs, parce qu'ils se connaissent tous, évidemment, en dépit de leur querelle de chapelle, pardon pour le jeu de mots. Mais alors, ils se connaissent tous, c'est à qui mieux et donc, ils ont tous la langue plutôt bien pendue, par ailleurs. Et donc, c'était des audiences assez divertissantes. Et donc d'une grande oralité alors pour le coup, non, la question des mariages, effectivement, non, elle a pas été, elle a répondu assez rapidement. Après que la réponse soit pas satisfaisante, c'est autre chose. Mais non, il y a eu un débat qui était de bonne tenue, et on peut pas dire que le ministère se soit ridiculisé à l'audience, c'est pas vrai. Très bien. Et alors j'ai pu comprendre là aussi qu'il y avait des problématiques sur l'égalité de traitement. On traitait différemment le sujet des églises, d'autres lieux de rencontre, comme par exemple les magasins de bricolage. Et si j'ai bien lu, c'est quand même bien le moins. Si j'ai bien lu les retranscriptions d'audience, vous avez dit, mais là je parle sous votre contrôle, que l'État préférait les perceuses à l'hôtel. Est-ce que c'est vrai ? J'ai peut-être dit ça. Non. En réalité, je crois
on a beaucoup dit ah mais alors on laisse les magasins de bricolage ouverts et les cultes fermés. Justement, il y a ce qui a quand même été mis en avant dans toutes ces ordonnances aussi, c'est que parmi les libertés fondamentales, dans la conciliation et donc inévitablement la hiérarchie qui en était faite, la liberté de culte était quand même supérieure à la liberté du commerce et de l'industrie. Et fort heureusement, nous sommes des êtres de spiritualité et pas seulement des êtres de consommation. Et donc je crois malgré tout que de ce point de vue-là, les référés ont été très satisfaisants dans l'idée que... La hiérarchisation des libertés. Oui, oui. La vie éternelle n'est pas équivalente à une perceuse. Une perceuse, ça se rachète, la vie éternelle, c'est une fois. Tout à fait. Alors, de nouveau, lors de ces audiences, j'ai cru comprendre que un des arguments de l'État, c'était que les protocoles sanitaires n'étaient pas suffisamment respectés dans les églises, et qu'à cet égard, l'État a produit 4 vidéos de YouTube, et que vous êtes insurgé. Oui. Contre le procédé. Oui, alors, la réalité est que le reproche qui a été fait était l'insuffisance des protocoles proposés par la Conférence des évêques de France qui, à la deuxième audience, est venue réclamant donc d'échapper au reconfinement avec un protocole très strict de masques, de gel, de façon de donner la communion, etc. Bon, mais ça n'a pas été jugé suffisant, et il est vrai que nous nous sommes un peu insurgés, surtout mon confrère Henri de Bourgard, qui était très en pointe sur ces questions, et qui a été vraiment le maître d'œuvre de tous ces contentieux. Enfin, moi, je l'ai suivi, mais le grand artisan de ce contentieux des cultes a été Henri de Bourgard, qui est un exceptionnel avocat, engagé, combatif, malin, éloquent, catholique, fervent, et qui vraiment à la fois par sa compétence juridique et par la ferveur de sa foi fait honneur à ce combat pour les cultes. Effectivement, il y a eu la production de 4 vidéos. Alors, si vous voulez, 4 vidéos sur le nombre de messes qui se tenaient à l'époque, c'est évidemment la petite boule de la lorgnette, 4 vidéos, dont l'une d'ailleurs était totalement antérieure au fait de l'espèce. Bon, voilà, effectivement, il y avait 1 ou 2 vidéos dans lesquelles on voyait des gens qui, dans des églises, ne respectaient pas les gestes barrières. C'était regrettable, et on nous l'a servi, de façon... Non, je dis pas que c'était déloyal, enfin c'était juste, il y a effectivement dans l'église aussi des débilos qui ont cru que la foi était une garantie contre le Covid. Non, voilà. Donc ils ont joué contre leur camp, et ils ont fait perdre tout le monde. Donc c'est pas le moyen de preuve que vous avez contesté, c'est vraiment le contenu de ces vidéos. Non, j'ai pas contesté le contenu. S'ils sont assez cons pour tenir des messes sans respecter les gestes barrières, le fait d'être catholique n'exclut pas d'être complètement con. Et voilà, ils sont complètement cons, et donc ils ont eu la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire qu'on leur a fermé leurs églises. Voilà, c'est tout. Et c'est bien fait pour eux. Parce que s'ils ne sont pas capables de respecter eux-mêmes les protocoles, ils n'ont pas volé ce qui leur arrive. Alors après, c'est vrai que le procédé était pour partie injuste, parce qu'il y avait, encore une fois, des problèmes de chronologie qui faisaient qu'un certain nombre de messes ne correspondaient pas à des périodes Covid. Donc voilà, mais il y avait effectivement, et notamment à Saint-Eugène-Sainte-Cécile, pourquoi ne pas le nommer, des gens qui ont cru pouvoir faire des messes sans respecter les gestes barrières. Encore une fois, si on est assez con pour faire ça, Dieu reconnaîtra les siens. Alors passons à l'autre ordonnance, celle qui, en général, a un caractère un peu urticant pour les juristes, c'est l'ordonnance du 3 avril 2020 sur justement l'ordonnance qui prolongeait de manière automatique les détentions provisoires. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en réalité, à la période Covid, vous savez que la question des extractions de détenus était devenue insortable parce que les contraintes étaient extrêmement fortes. De toute façon, les tribunaux étaient fermés. Et donc, la question se posait de savoir ce que l'on faisait des détenus qui, pendant cette période-là, auraient dû rencontrer le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur le renouvellement de leur mandat de dépôt qui venait à échéance.
Et il y a une ordonnance qui a cru pouvoir prolonger donc automatiquement l'ensemble, dans des conditions évidemment très précises, mais qui a prolongé automatiquement, donc sans que la personne ne puisse comparaître devant le juge des libertés et de la détention, qui donc fait prolonger les détentions provisoires. Des recours ont été faits, multiples, et en effet, ils ont été rejetés par l'ordonnance que vous citez. Au tri. Il faut peut-être expliquer ce que ça veut dire. Au tri, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'audience. En réalité, nous n'avons même pas été... J'étais parmi les requérants avec d'autres, et au nom notamment de l'Union des jeunes avocats de Paris, et en effet, il y a eu une ordonnance qui a été émise sans que les parties ne soient convoquées à l'audience, ce qui est une possibilité. Ça vous a étonné ou pas? Pardon? Ça vous a étonné? Le mot est faible. Le mot est faible. Il y avait à peu près 20 000 personnes qui étaient concernées par cette prolongation automatique. Quand 20 000 personnes qui devraient passer devant le JLD se trouvent incarcérées et prolongées par l'effet de la signature d'un ministre, c'est quand même assez étonnant comme processus, et on y reviendra peut-être, mais in fine, le Conseil d'État considérait que c'était illégal. Mais bien trop tard, il est arrivé bien après la bataille, puisque sa décision au fond date de mars 2021, à une époque où tout ça n'est plus en ligne, en mise en œuvre. Donc là, pour le coup, le Conseil d'État est arrivé après la bataille au fond, et il aurait pu arriver vraiment à point nommé, c'est-à-dire sur le référé, j'étais sidéré. J'ai reçu l'ordonnance, je ne croyais pas mes yeux. L'idée que l'exécutif puisse se substituer au judiciaire pour prolonger automatiquement 20 000 détentions provisoires était invraisemblable. Oui, j'étais consterné. Je suis toujours. Cette décision est... Mais c'est un double loupé politique et juridique, du coup. Oui, je crois. C'est un loupé. Le Conseil d'État l'a reconnu lui-même, puisqu'au fond, il a annulé. Donc, et je crois que c'était... Oui, alors, il l'a fait suite à une décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré l'ordonnance inconstitutionnelle au regard de l'article 66 de la Constitution. Honnêtement, c'est un loupé sur le fond et sur la forme. Je n'hésite pas à le dire. Voilà, je pense que je ne suis pas le seul à le penser. C'est un loupé sur le fond, parce que la décision n'est pas correcte juridiquement, en tout cas je le crois. Et puis c'est un loupé sur la forme, ne serait-ce que organiser une audience évidemment. Pour cette question. Parce que le juge administratif n'est pas habitué à avoir la liberté en direct, si j'ose dire, des détenus, de personnes privées. C'est pas très, non, mais le juge courant. administratif intervient beaucoup en matière pénale malgré tout, et notamment dans la période Covid. Il y a eu beaucoup de décisions sur les visioconférences en matière pénale, sur la cour d'assises, etc. Donc le juge administratif est tout à fait familier de la procédure pénale. Simplement, là, c'était... alors bien sûr, pratiquement, ça aurait effectivement peut-être posé des difficultés. Enfin, c'était impossible de se dire que les détentions étaient prolongées par le ministre. Enfin, c'était fou. Non, je crois que c'est aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, même au Conseil d'État, certains reconnaissent que c'est un raté. Alors, la Cour de cassation s'est prononcée aussi sur ce point-là. Elle n'a pas censuré le texte. Elle a fait quelque chose que les juristes appellent une interprétation neutralisante. C'est ça. Constructive, c'est-à-dire qu'en fait elle a réécrit le texte, mais elle ne l'a pas censuré non plus. Non, mais elle en a ôté le venin par une interprétation qui permettait de facto, qui exigeait en réalité le réexamen de la situation du détenu par le juge. Donc, elle l'a fait à l'aune de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme pour aller. Oui, bien sûr, mais article qui était visé dans les requêtes qui avaient été déposées devant le Conseil d'État. Oui. Donc le Conseil d'État avait tous les moyens de faire la même chose à une époque où c'était vraiment utile pour les détenus. Mais en même temps,
Alors, évidemment, tout le monde met en évidence cette ordonnance parce qu'elle est particulièrement contestable. Malgré tout, c'est 1 sur 850. Hein. Donc, voilà, il y a eu 850 ordonnances Covid sur l'année 2020. Il y a eu celle-là. Et selon vous, c'est la seule qui pose vraiment difficulté? Ouais. Toutes les autres, on peut ne pas être d'accord. On peut les discuter. On peut les discuter, mais voilà, on peut en débattre dans un sens ou dans un autre. Celle-là, franchement, elle a du mal à passer. D'ailleurs, au fond, c'est l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui a contesté. Oui, bien sûr. point-là. Bien sûr. Ouais, c'était quand même la restauration des lettres de cachet. Enfin, depuis quand l'exécutif embastille-t-il les gens? C'est impossible. Et depuis quand est-ce que on se dispense d'un contrôle juridictionnel sur la prolongation d'un mandat de dépôt? C'était fou. Donc, hormis cette tâche, on peut le dire, vous considérez que le Conseil d'État a plutôt assuré son rôle? Oui, je le considère. On le considère aujourd'hui comme, on emploie souvent cette expression de gardien des libertés publiques. Sans doute il n'a pas été originellement ça, mais enfin bon, avec les années, même les siècles, il a joué ce rôle. C'était un gardien assez accommodant, mais c'était un gardien tout de même. Après, l'idée évidemment, c'est que il n'y ait pas d'effet cliqué dans les pertes de liberté et que tout ce que nous avons abdiqué en période Covid, nous le regagnions hors période Covid, qui n'est pas un effet d'hystérésie, c'est-à-dire que les conséquences survivent alors que la cause aurait disparu. Maître Perrier, merci beaucoup pour cet entretien. Vous nous avez éclairé du fonctionnement du Conseil d'État et de ses procédures durant la période de crise sanitaire. Ce fut extrêmement instructif. Et nous vous remercions. Merci Merci beaucoup. Clap de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.